Une serveuse fut licenciée simplement pour avoir discrètement offert un bol de soupe au poulet à 2 enfants orphelins, par une journée d'hiver glacial. Mais 20 ans plus tard, ces mêmes enfants revinrent, et ce qu'ils firent plongea le marché tout entier dans un silence stupéfait. Nul n'aurait pu imaginer qu'un simple bol de soupe ce jour-là suffirait à changer le destin de 3 vies et à révéler une vérité dont la ville entière avait autrefois été aveugle. Une lumière douce filtrait à travers les vitres, projetant une faible lueur sur les tabourets de vinyle rouge à l'intérieur d'un petit restaurant, niché à côté d'un arrêt de bus fédéral. La neige recouvrait le parking, mais la journée restait lumineuse, baignée de cette lumière hivernale et froide qui rend tout immobile et distant. Tania Miller essuyait le comptoir lorsque la porte s'ouvrit. Une rafale de vent glacial s'engouffra, emportant des flocons de neige et 2 enfants. Elle leva les yeux et se figea. Un garçon d'environ 13 ans se tenait là, dans une veste râpée à l'épaule déchirée. Son visage était maculé de saleté, mais ses yeux étaient étrangement vifs. Serrée contre lui, une petite fille, plus jeune, portait un sweat à capuche rose, pieds nus, ses joues pâles de froid. Personne ne dit un mot. Le restaurant était presque vide, il n'y avait que Tania et les 2 enfants. Quelques clients étaient assis au fond, mais personne ne prêtait attention. Tania sortit de derrière le comptoir, se pencha légèrement, sa voix s'adoucissant. « D'où venez-vous tous les 2 ? Il y a quelqu'un avec vous ?» Le garçon ne répondit pas. Il se contenta de rapprocher sa sœur, ses yeux méfiants, comme s'il avait déjà appris que les adultes n'étaient pas toujours gentils. Tania comprit instantanément. Elle ne posa plus la question. Au lieu de cela, elle se tourna vers la cuisine, remplit un bol de soupe au poulet chaude et ajouta 2 tranches de pain grillé. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais parce qu'elle savait pertinemment qu'elle enfreignait les règles. Elle posa le bol sur le comptoir, se pencha et le tendit doucement au garçon. Sa voix était calme mais ferme. « Tiens, si tu as faim, mange. Tu n'as pas besoin de dire un mot. » Le garçon hésita, mais la petite fille leva les yeux vers Tania. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, seulement une question silencieuse, « Ai-je le droit de faire confiance ?» Finalement, le garçon prit le bol. Il ne dit pas merci, mais ses doigts se recourbèrent fermement autour, comme s'il tenait quelque chose de précieux. La petite fille murmura, « C'est chaud. » Cette seule phrase émut Tania, non pas parce que la soupe était chaude, mais parce que l'enfant comprenait déjà que la chaleur ne venait pas seulement de la nourriture, mais de la façon dont les gens se traitaient les uns les autres dans le froid glacial. Derrière le comptoir, Tania regarda silencieusement les 2 enfants montés sur les tabourets. Le garçon brisa délicatement le pain grillé en 2 et donna le plus gros morceau à sa sœur. Ils mangèrent lentement, presque comme s'ils craignaient que s'ils mangeaient trop vite, l'instant ne disparaisse. Dehors, la neige tombait toujours, mais à l'intérieur de ce petit restaurant, pour l'instant, il y avait juste assez de chaleur pour maintenir quelqu'un en vie un jour de plus. Ce que Tania ne savait pas, c'est ceci, 20 ans plus tard, ces mêmes enfants reviendraient, et toute la ville se tairait lorsqu'elle apprendrait enfin qui elle avait autrefois tourné le dos. Tania ne leur demanda pas leur nom. Elle ne demanda pas pourquoi 2 enfants erraient par un temps pareil. Elle versa simplement un peu plus de soupe et plaça une serviette à côté du bol à moitié vide. C'était la seule chose qu'elle pouvait faire dans un petit restaurant où la gentillesse était toujours freinée par les règles et les regards jugeurs. Le garçon mangea lentement. Sa main resta serrée autour de celle de sa petite sœur, sous la table, comme si la lâcher laisserait le froid extérieur s'infiltrer à nouveau. Derrière le comptoir, Tania jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Son service était presque terminé. Elle ne pouvait pas laisser le gérant voir les enfants. Tout le monde ici connaissait la règle, nourrir sans permission, c'est la porte. Mais quand elle regarda de nouveau, la petite fille s'était endormie, sa joue reposant sur le bras de son frère. Sa respiration était irrégulière, comme si elle n'avait pas bien dormi depuis une semaine. Tania baissa la voix, essayant de paraître calme, « Vous avez un endroit où aller, tous les 2 ?» Le garçon secoua la tête, puis murmura, à peine plus fort qu'un souffle, « Personne ne nous attend. » Une phrase qui lui transperça le cœur. Tania regarda autour d'elle. Les clients étaient partis. La cuisine était propre. Elle sortit, posant délicatement sa main sur l'épaule du garçon. « Si vous avez besoin de rester ici jusqu'à ce qu'il fasse plus chaud, je n'ai rien vu. » Le garçon leva les yeux pour la première fois. Il y avait quelque chose dans ses yeux, non pas de la confiance, ni de l'espoir, mais de l'incertitude, comme s'il avait oublié ce que c'était d'être autorisé à rester. Tania n'attendit pas sa réponse.
Elle alla à l'arrière et sortit la petite couverture qu'il gardait pour les clients malades et un verre de lait chaud. Quand elle revint, le garçon était toujours là, veillant sur sa sœur. « Comment vous appelez-vous » demanda Tania, sa voix douce, comme un murmure sur du pain chaud. Une brève pause, puis le garçon répondit « Je suis Ellie. » Elle, c'est Nina. Elle hocha la tête, les répétant silencieusement, les gravant dans sa mémoire, Ellie, Nina. Deux noms perdus dans une tempête hivernale. Et à partir de ce moment-là, Tania sut qu'elle ne pouvait pas se contenter d'être la femme qui servait de la soupe et tournait le dos quand son remplaçant arrivait. Tania conduisit discrètement les enfants vers la sortie arrière. Elle se pencha et dit doucement, « Je ne peux pas vous laisser à l'intérieur, mais près de l'abri de rangement, il y a un endroit qui bloque le vent. Si vous avez besoin de revenir, faites-le. Mais ne laissez personne vous voir, d'accord » Ellie n'hocha pas la tête. Il ne dit pas merci. Il serra simplement la main de sa sœur et s'avança dans la neige, sans se retourner. Tania resta là un instant. Le vent s'engouffra sous ses manches, mais sa poitrine était chaude, comme si quelque chose avait survécu au blizzard juste là, en elle. Elle n'avait pas besoin d'un merci, car elle comprenait certains enfants. Merci, c'est trop demandé. Survivre est tout ce qu'ils ont de force. Quelques minutes plus tard, la petite fille glissa discrètement la main dans sa poche et en sortit un petit objet. Elle l'offrit à Tania des deux mains. Ceci. C'était à notre maman, mais elle est partie. Je veux que vous l'ayez. C'était un simple mouchoir en tissu bordé de dentelle usée. Il y avait un, bleu pâle brodé dans le coin, la broderie légèrement de travers, soit faite à la main, soit très ancienne. Tania l'accepta et lissa délicatement les plis. Merci, j'en prendrai grand soin. Pour la première fois, Tania vit la petite fille sourire, un petit sourire mais lumineux. Les jours suivants, les rencontres silencieuses entre trois continuèrent, nuit après nuit. Tania apportait des restes que personne ne remarquait, des tranches de pain, des fruits légèrement abîmés mais encore bons à manger, de la soupe réchauffée et la moitié d'un pain oublié dans la cuisine. Elle emballait tout soigneusement, étiquetant chaque article au crayon, comme s'il s'agissait d'une vraie commande. Personne ne posait de questions, et Tania n'expliquait jamais. Elle comprenait que parfois, le silence était la manière la plus douce d'éviter de faire souffrir davantage les cœurs. Une nuit, une soudaine tempête de neige se déchaîna. Tania passa tout son service anxieuse, jetant un coup d'œil à la porte arrière chaque fois que le vent hurlait. Une fois son travail terminé, elle prépara 2 portions de soupe chaude, ajouta du pain beurré, s'emmitoufla et sortit. Mais les enfants ne vinrent pas. Pour la première fois depuis de nombreuses nuits, l'endroit vide lui parut plus froid que la neige elle-même. Tania resta là pendant près de 10 minutes, puis rentra discrètement à l'intérieur. Sur le chemin du retour, elle serra fermement le sac de nourriture, comme si elle s'accrochait encore à l'espoir. Quand elle ouvrit la porte de son appartement, sa mère était assise sous la faible lumière jaune, tricotant une écharpe. Elle ne demanda pas grand-chose, dit juste une chose pendant que Tania accrochait son manteau, « Tu ne peux pas sauver le monde entier, mais tu peux réchauffer un petit coin. » Tania posa la nourriture sur la table et s'assit à côté de sa mère. « Je ne sais pas s'ils reviendront, maman. S'ils le font, cela signifie que tu as aidé. Et s'ils ne le font pas, tu as quand même été quelqu'un qui n'a pas tourné le dos. » Madame Ruth regarda Tania avec des yeux doux, et ces mots simples, sans fioriture, laissèrent Tania sans voix. Cette nuit-là, elle plaça le vieux mouchoir dans une petite boîte à côté de son lit. Elle ne savait pas pourquoi, peut-être parce que c'était la seule chose qui restait d'une mère sans nom, d'une petite fille sans nom de famille, et d'un doux moment de chaleur par une nuit d'hiver glacial. Mais Tania savait une chose avec certitude, depuis qu'elle avait revu ses 2 enfants, elle ne se sentait plus vide à la fin de ses services. Les nuits silencieuses avaient maintenant un but. Personne ne voyait, personne ne savait, mais c'était suffisant pour la faire tenir le coup. Tania prit son service de nuit ce soir-là, comme tous les autres jours. Mais quelque chose en elle était différent, une inquiétude discrète s'était glissée. La neige dehors avait cessé de tomber, mais la vieille neige s'était durcie en une croûte épaisse et grise le long de l'allée arrière du restaurant. La nuit précédente, Ellie et Nina n'étaient pas venues. Elle avait attendu plus de 10 minutes, la nourriture chaude dans ses mains devenant lentement froide, mais seul le vent glacial lui avait répondu. C'était la première fois depuis de nombreuses nuits que l'espace vide sous l'auvent ressemblait à un silence sans fin, rongeant son sentiment de paix. Elle n'en parla à personne.
Tania n'était pas le genre de personne à apporter ses soucis personnels à son service. Elle essuyait toujours chaque table avec un chiffon humide, balayait les miettes sous les chaises et vérifiait la station à soupe, comme toujours. Ses mains bougeaient avec une aisance acquise, mais chaque fois qu'elle passait devant la porte arrière, ses yeux s'arrêtaient quelques secondes, cherchant inconsciemment l'espace vide au-delà. Jessica Lagne, l'assistante gérante, observait depuis le bureau en mezzanine. De là-haut, elle pouvait superviser tout le restaurant sans que personne ne la remarque, comme une araignée tissant discrètement sa toile. Ses cheveux blonds étaient soigneusement attachés en arrière, sa robe fourreau noire moulante mettait en valeur sa silhouette impeccable, et ses yeux vifs et calculateurs semblaient tout évaluer, et tout le monde. Les autres employés avaient tendance à garder leur distance avec Jessica, ressentant un froid chaque fois qu'elle passait. Personne ne le disait à voix haute, mais tout le monde savait que Jessica n'aimait pas partager l'attention avec qui que ce soit, et plus encore, elle ne supportait pas d'être éclipsée. Et Tania, involontairement, était quelqu'un qui attirait l'attention. Les clients réguliers saluaient souvent Tania par son nom, certains lui demandaient même comment allait sa mère. Un gentil fermier lui avait apporté un jour des pommes fraîches du marché. D'autres laissaient des notes de remerciement manuscrites sur leur reçu. Ces petits gestes, plutôt que d'être appréciés, devinrent des épines dans le pied de Jessica. Pour elle, la véritable reconnaissance venait d'une performance professionnelle irréprochable, d'une apparence impeccable et d'une progression rapide dans sa carrière, et non de ce qu'elle appelait silencieusement une vague sentimentalité ou de bon marché acte de gentillesse. Quelques nuits auparavant, Jessica avait vu Tania debout sous l'auvent avec les 2 enfants. Elle avait vu Tania ouvrir ses bras pour les embrasser, ignorant le froid et la saleté. Mais aux yeux de Jessica, il n'y avait aucune gentillesse dans ce geste, seulement une jalousie brûlante et un sentiment de menace grandissant le danger qu'une femme aussi ordinaire que Tania, par ses simples actions, soit aimée et appréciée plus qu'elle, celle qui travaillait si dur pour maintenir une image parfaite. La nuit précédant l'absence des enfants, lorsque Tania ouvrit de nouveau la porte arrière, tenant la nourriture préparée, un petit pain chaud et un petit récipient de soupe épaisse aux légumes, la lumière du bureau à l'étage s'éteignit. Jessica avait déjà quitté son poste, son téléphone à la main, enregistrant. Elle se tenait cachée dans l'ombre près de l'escalier, le téléphone levé, les yeux vifs de calcul, observant Tania se pencher pour déposer délicatement le sac en papier sur le seuil familier, puis attendre tranquillement, immobile. Personne ne répondit, pas de pas pressé, pas de silhouette familière d'Ellie ou de Nina. Cette même lourdeur vide s'installa à nouveau sur elle. Tania laissa échapper un soupir discret, doux mais plein de déception, puis plaça la nourriture dans un récipient en plastique scellé et se retourna pour rentrer. Mais c'était tout ce dont Jessica avait besoin. Même sans la venue des enfants, le moment où Tania avait déposé la nourriture avait été parfaitement capturé. Le lendemain, lorsque Tania arriva pour son service, l'atmosphère à l'intérieur du restaurant était étrangement froide, pas le froid qui accompagne l'hiver, mais le froid qui remplit une pièce quand quelque chose ne va pas. Robert Manning, le propriétaire, était assis au bar, feuilletant un menu machinalement, sans vraiment le regarder. Jessica se tenait à côté de lui, son téléphone à la main, jetant un coup d'œil à Tania avec un sourire suffisant. « Tania, venez ici. » Pendant un instant, la voix de Manning fut grave, mais pas chaleureuse. Chaque mot semblait une pierre froide tombée sur le sol. Tania posa son tablier sur le comptoir et s'approcha. Une vague de malaise lui parcourut l'échine, mais elle garda un visage calme. Avant qu'elle ne puisse poser de questions, Jessica tendit son téléphone. L'écran montrait une vidéo, Tania accroupie près de la porte arrière, posant un sac de nourriture sur le sol enneigé. Pas de mots, juste de l'action. La séquence était assez longue pour suggérer quelque chose de suspect, assez courte pour effacer toute trace de compassion. « Expliquez-moi ceci, » dit Manning. Son ton ne changea pas, ses yeux restèrent fixés sur l'écran. Tania regarda la vidéo, puis leva les yeux, croisant le regard jugeant de son patron et le sourire triomphant de Jessica. Sa voix était posée, essayant de rester raisonnable, c'était de la nourriture restante. Je l'ai donnée à 2 enfants laissés dehors dans le froid. Ils n'ont rien demandé. Je voulais juste. Je ne voulais pas que ça soit gaspillé. Vous traitez les provisions du restaurant comme si elles étaient les vôtres. L'interrompit Manning, sa patience manifestement à bout. Nous sommes une entreprise, Tania, pas une œuvre de charité. Vous avez mal compris votre rôle ici. Jessica inclina légèrement la tête, ce même faux sourire toujours sur ses lèvres. Son ton était doux,
comme si elle partageait une vérité malheureuse, je ne pense pas qu'elle ait voulu faire du mal, monsieur. Elle a probablement juste eu pitié de quelqu'un. Mais si les clients la prennent, surtout des rumeurs sur des restes distribués, cela pourrait gravement nuire à la réputation de Golden Fork. Ces mots étaient comme de l'essence versée sur un feu, transformant la gentillesse de Tanya en une menace pour les résultats financiers. La frustration monta en Tanya. Elle ne pouvait accepter que ses actions soient ainsi déformées. Elle coupa court, sa voix plus basse maintenant, ferme, je n'avais pas pitié. Je ne voulais juste pas voir 2 enfants s'évanouir de froid derrière cette cuisine en plein hiver. Cette nourriture allait être jetée, vous le savez. La pièce se tut. La tension était suffocante. Manning se leva, ajusta le col de sa veste de costume avec finalité. Vous n'avez pas à prendre cette décision, Tanya, pour quelque raison que ce soit. C'est une grave violation de notre politique, et malheureusement, Tanya, vous devrez partir, avec effet immédiat. Plus de discussion. Tanya ne bougea pas. Elle ne pleura pas, ne supplia pas, ne dit pas un mot de plus pour sa défense. Son visage était pâle, mais ses yeux gardaient leur fierté. Elle inclina simplement la tête, acceptant l'injustice. Il n'était pas nécessaire d'argumenter, la vérité de ce qui s'était passé lui suffisait. Jessica l'accompagna jusqu'à la porte d'entrée. Juste avant que Tanya ne sorte, elle se pencha, à peine audible, et murmura avec une satisfaction cruelle, « Tu n'as jamais mérité d'être regardée comme il te regardait, Tanya. Ce genre de respect, c'est pour les gens comme moi. » Tanya marqua une pause d'1 seconde, serra les poings, mais ne regarda pas en arrière. Elle ouvrit la porte et sortit. Le froid de cette fin de soirée hivernale l'envahit, mais il ne piquait pas autant que ce qu'elle laissait derrière elle, la trahison et l'extinction impitoyable de quelque chose de bon. Ce n'était pas d'être licencié qui faisait le plus mal. C'était la façon dont quelque chose de calme et de gentil avait été tordu, mal compris et transformé en acte répréhensible par ceux qui détenaient le pouvoir. Sur le chemin du retour, la neige avait recommencé à tomber. Les flocons doux et blancs se déposaient sur les cheveux et les épaules de Tanya, fondant presque instantanément. Elle traversa une ruelle familière, devant l'ancienne boulangerie et la laverie. Dans la poche de son manteau usé, sa main serrait le petit mouchoir que Nina lui avait donné, maintenant froissé mais encore faiblement parfumé de cette vieille odeur de tissu, un fragile souvenir au milieu de la tempête. Elle ne savait pas si elle reverrait un jour ses 2 enfants. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait le lendemain. Mais elle savait une chose avec une certitude absolue, si elle pouvait remonter le temps, elle ferait exactement la même chose. Parce que certaines actions, même si elles nous coûtent tout, même si elles sont mal comprises ou qualifiées de mauvaises, valent toujours la peine d'être faites. Et valent la peine de supporter le silence de l'injustice, car la valeur de la gentillesse n'a jamais dépendu de l'approbation d'autrui. La nuit où elle fut licenciée, Tanya traversa silencieusement l'étroite ruelle entre 2 rangées de vieux bâtiments en briques, le froid s'infiltrant à travers son manteau usé jusqu'à ses os. Elle rentra à pied au petit appartement où Ruth, sa mère, l'attendait. Il n'y avait plus de mots à dire, juste un sentiment d'abattement que le monde auquel elle avait cru, qu'elle avait fidèlement servi, lui avait claqué la porte au nez sans avertissement. Lorsque Tanya entra, la faible lumière d'un vieux lampadaire projetait une douce lueur sur la silhouette frêle de Ruth, assise dans son fauteuil. Ses mains tremblantes tricotaient encore une écharpe pour l'hiver à venir. Sa vue avait un peu baissé, mais elle leva tout de même les yeux lorsque la porte grinça. « Tu es rentré ?» Sa voix était douce, mais tentait de conserver sa gentillesse familière. Tanya ôta son manteau, l'accrocha soigneusement au porte-manteau, puis s'approcha de sa mère. Elle s'assit et prit délicatement la main de Ruth dans les siennes. « J'ai été licenciée, maman. » Les mains de Ruth s'arrêtèrent. Le fil glissa de ses aiguilles et tomba sur le sol. Pas de réprimande, pas de long soupir las, juste un regard calme, triste mais non surpris, le genre de tristesse que seule une mère connaît, celle qui a vu sa fille déçue trop souvent. « Je n'ai rien fait de mal, maman, tu le sais, » dit Tanya, sa voix davantage un murmure pour elle-même qu'autre chose. Ruth ne répondit pas. Elle tendit simplement la main et brossa les cheveux de sa fille, un geste simple mais qui contenait tout l'amour, l'inquiétude et l'impuissance qu'une mère pouvait ressentir. Les jours suivants, Tanya recommença sa recherche d'emploi. Avec plus de 8 ans d'expérience comme cuisinière, elle pensait pouvoir décrocher un nouveau poste quelque part, même un petit. Elle mit à jour son CV, en imprima quelques exemplaires et commença à frapper aux portes des restaurants de tout Glenmere.
Au début, les entretiens semblaient prometteurs. De nombreux gérants de restaurants furent impressionnés lorsqu'elle mentionna son travail chez Golden Fork. Il hochait la tête, souriait, lui serrait même la main. « Votre parcours est excellent. Nous vous contacterons bientôt. » Mais personne ne l'appela jamais. Tania commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Au 5e endroit, au 6e, au 10e, les visages autrefois accueillants devinrent distants. Certains propriétaires de magasins évitaient même son regard lorsqu'elle entrait. Un après-midi, elle entra dans le Daily Grain, un petit café qu'elle fréquentait, s'accrochant à sa dernière lueur d'espoir. Martha, la propriétaire, était une femme bienveillante d'une 60aine d'années, toujours souriante lorsqu'elle resservait le café de Tania. « Martha, j'ai entendu dire que vous cherchiez un barista. J'ai un peu d'expérience. » Martha la regarda, non pas avec la chaleur habituelle, mais avec un mélange conflictuel de sympathie et d'hésitation. « Tania, je suis vraiment désolé. Il y a eu des rumeurs. Je ne sais pas ce qui est vrai ou pas, mais vous savez ce que sont les affaires. » Les mots de Martha lui firent l'effet d'une lame douce. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Tania comprit, quelque chose avait souillé son nom, et cela se propageait plus vite qu'elle ne pouvait le suivre. Au même moment, de l'autre côté de la ville, dans un appartement moderne et élégant, Jessica Lagne était assise, son téléphone à la main, tapant sur le groupe communautaire Facebook local de Glenmere. La photo de profil appartenait à un compte bidon, un faux nom, pas d'amis en commun. Le message disait « Méfiez-vous d'embaucher Tania M., anciennement chez Golden Fork. On dit qu'elle a été licenciée pour avoir volé de la nourriture pour la donner à des enfants au hasard. Quel genre de drôle de charité est-ce? Réfléchissez à 2 fois avant d'embaucher. » Y était jointe une photo floue, Tania tenant un sac de nourriture, sortant de l'arrière-cuisine du Golden Fork, par une nuit enneigée. Jessica ne la nommait pas directement, mais dans une ville comme Glenmere, tout le monde savait exactement de qui il s'agissait. Frank Delaney, le complice silencieux, joua son rôle à la perfection. On le voyait souvent autour du marché fermier local, lançant des commentaires acerbes chaque fois que le nom de Tania était mentionné. On dit que cette fille a été licenciée pour avoir fait passer des choses hors de la cuisine, faisant semblant d'être toute gentille et noble. Qui sait où cette nourriture a fini? Probablement vendue quelque part. Au magasin de cordonnerie, à la pharmacie, à la station-service, les rumeurs prirent feu comme de l'herbe sèche au vent, s'enflammant à partir de récits à moitié racontés et de suppositions murmurées. Et dans la petite ville de Glenmere, le plus effrayant n'était pas ce qui était vrai ou faux, c'était ce que les gens voulaient croire. Tania ne savait même pas contre quoi elle se battait, seulement que chaque jour qui passait, une autre porte se fermait devant elle. Elle passait ses journées aérées dans le vent mordant, serrant un dossier de CV, passant devant restaurant après restaurant, grand et petit. Partout, les regards étaient les mêmes, évasifs ou remplis de doutes. Un après-midi, juste au moment où le soleil plongeait derrière les bâtiments, Tania se retrouva dans un endroit familier, la ruelle étroite derrière le Golden Fork. Elle portait toujours un sac de pain et de lait, comme elle le faisait toujours, mais il n'y avait personne ni Ellie, ni Nina. L'espace vide sous l'escalier où il s'asseyait toujours était froid et nu. Tania s'assit sur les marches en béton, le sac toujours plein dans ses mains. Elle attendit 10 minutes, 30, 1 heure. Personne ne vint. Le lendemain, et le jour d'après, toujours aucun signe des enfants. Avait-il été emmené, attrapé, ou quelque chose s'était-il passé? Personne ne connaissait leur vrai nom. Personne n'avait jamais demandé, pas même Tania. Puis un jour, errant près d'un entrepôt abandonné, elle aperçut un bout de papier coincé dans les ronces. C'était un dessin au crayon, des lignes rugueuses, inégales, mais elle le reconnut instantanément, c'était le croquis que Nina lui avait montré un jour, tous les 3 blottis près d'un banc de neige, avec un petit mouchoir flottant au vent. Tania serra le papier dans ses mains, tremblant soudainement. Elle s'assit seule dans la faible lumière, le vent hurlant à travers les fissures du cadre de la fenêtre. Le vieux poêle était éteint depuis longtemps, et la petite maison semblait aussi gelée que son cœur. Dehors, la neige recommença à tomber. Une fois de plus, Tania se tenait dans la neige dans la ruelle derrière le Golden Fork, la douce lueur de la lumière de la cuisine projetant une faible silhouette dans son dos. Aucun bruit de petits pas, aucun salut discret, seulement le silence et le sentiment rampant d'être oublié, une âme bienveillante rejetée, une donneuse laissée sans rien à quoi s'accrocher.
Et le plus effrayant de tout n'était pas d'être mal comprise, c'était de savoir que personne ne voulait comprendre. 20 ans s'étaient écoulés depuis la nuit où Tanya fut licenciée du Golden Fork, la nuit où non seulement la porte d'un restaurant, mais toute la ville de Glenmere, lui claqua au nez. Après avoir perdu son emploi, Tanya tenta de recommencer. Elle épousa David, un plombier au grand cœur, mais seulement 3 ans plus tard, il mourut dans un accident de travail. Ils n'eurent jamais la chance de fonder une famille. Avant même que le chagrin ne puisse s'installer, sa mère, Ruth, tomba gravement malade et décéda après une longue période d'alitement. Tanya se retrouva sans rien, sans famille, sans emploi, et sans aucun endroit où elle se sentait vraiment la bienvenue. Elle accepta des petits boulots dans des villes lointaines, espérant éviter les regards de jugement de Glenmere. Sa réputation ternie la suivait partout. Chaque porte à laquelle elle frappait se fermait devant elle, non pas par manque de compétences, mais à cause d'une seule fausse rumeur. Mais peu importe combien de fois la vie la mettait à terre, Tanya se relevait discrètement, car dans son cœur, il restait une chose à laquelle s'accrocher, quelque chose que sa mère lui avait dit un jour, la seule façon de sortir de l'obscurité est d'allumer une bougie. Tanya quitta le complexe d'appartements délabrés au cœur de Glenmere. Elle ne voulait plus vivre dans l'ombre du Golden Fork et de tous les souvenirs douloureux qui s'y rattachaient. Elle déménagea dans un quartier encore plus ancien, où des rues en briques fissurées serpentaient entre des maisons usées, entassées les unes contre les autres. C'est là que les travailleurs en difficulté, les sans-abri et ceux qui luttaient pour survivre essayaient de s'en sortir chaque jour. Et ce fut le premier endroit où Tanya sentit vraiment qu'elle appartenait. Avec le peu d'argent qu'elle avait, Tanya loua un petit espace d'angle dans un vieux bâtiment délabré. C'était autrefois une laverie abandonnée humide, poussiéreuse et oubliée depuis longtemps. Elle la nettoya elle-même, peignit les murs, frotta les sols et arrangea quelques tables et chaises en bois usées qu'elle avait récupérées dans des magasins d'occasion. Elle travailla inlassablement de l'aube au crépuscule, animée par une détermination tranquille et ardente. Enfin, elle accrocha une simple enseigne en bois qu'elle avait sculptée à la main, Good Spoon. Good Spoon naquit discrètement, sans grande ouverture, sans annonce. Ce n'était pas un restaurant chic, c'était une petite cuisine, une minuscule flamme dans l'obscurité froide de la vie. Au début, Tanya servait de la soupe chaude et du pain, gratuitement, aux sans-abri et aux familles à faible revenu du quartier. Elle n'avait pas beaucoup de capital, mais elle croyait que tant qu'elle donnerait le meilleur d'elle-même, les choses iraient bien. Chaque matin, elle allait elle-même au marché, choisissant les ingrédients les plus frais qu'elle pouvait se permettre, et cuisinait avec amour chaque marmite de soupe et chaque plateau de pain. Les premières personnes à franchir la porte de Good Spoon étaient des hommes barbus aux yeux fatigués, des femmes minces usées par la vie, et des enfants au visage sale et aux ventres affamés. Ils ne venaient pas pour un menu élaboré ou un service raffiné, ils venaient pour l'arôme chaud de la soupe qui flottait à travers la porte, et pour la gentillesse discrète de Tanya qui ne jugeait jamais. Personne ne leur demandait qui ils étaient, ni ce qui les amenait là. S'ils avaient faim, Tanya les nourrissait. Petit à petit, la nouvelle se répandit. Good Spoon devint un refuge pour ceux qui étaient en difficulté. Ce n'était pas seulement un endroit pour manger, c'était un endroit où les gens se sentaient vus, accueillis et traités avec dignité. Certains commencèrent à donner le peu qu'ils avaient, peut-être quelques pièces, ou un bouquet de légumes de leur jardin, pour aider Tanya à faire tourner la cuisine. Ceux qui ne pouvaient pas donner d'argent aidaient d'autres manières, nettoyage, vaisselle, peinture des murs. Good Spoon devint plus qu'une soupe populaire, elle devint un petit centre communautaire, un lieu où la gentillesse se répandait naturellement, comme la chaleur d'un feu bien entretenu. Sur un simple mur blanc à l'intérieur du magasin, Tanya avait accroché une petite photographie. C'était une vieille photo de sa mère, Ruth, souriant doucement, les yeux remplis de chaleur. Juste à côté, pressé dans un modeste cadre en verre, se trouvait un vieux mouchoir, fané et usé, que Nina lui avait donné il y a des années. Les points étaient effilochés, le tissu terni par le temps, mais il restait un souvenir irremplaçable, un rappel discret de la raison pour laquelle elle avait commencé tout cela. Un après-midi, un garçon maigre aux vêtements déchirés entra dans le Good Spoon. Il fixa le bol de soupe fumante que Tanya plaça devant lui, ses grands yeux remplis de peur et de faim. Il ne parla pas. Il baissa simplement la tête et commença à manger, cuillerée après cuillerée, lentement et silencieusement. Tanya s'assit à côté de lui, le regardant manger. « Tu ne me dois rien, dit-elle doucement, sa voix pleine de compréhension. Juste, si quelqu'un a faim un jour, souviens-toi de ce jour. » Le garçon leva les yeux, un peu confus au début, mais il hocha ensuite la tête. Ce fut un moment silencieux,
mais puissant. La gentillesse n'a pas besoin de projecteurs ou d'applaudissements, elle a seulement besoin d'être donnée à ceux qui en ont besoin, avec l'espoir qu'un jour elle sera transmise. Dans un coin de la petite cuisine de Tanya, une petite flamme vacillait encore, réchauffant les âmes oubliées de Glenmire. 20 ans s'étaient écoulés. Good Spoon n'était plus seulement une petite cuisine solitaire, nichée en bordure de ville. Elle était devenue un refuge solide pour les habitants en difficulté de Glenmeadow, un endroit où les gens venaient non seulement pour remplir un estomac vide, mais aussi pour recevoir de la gentillesse sans jugement. Une photo en noir et blanc de Madame Ruth souriant près de la cheminée était fièrement accrochée près du mur vitré où le menu était affiché, juste à côté d'un mouchoir fané ayant appartenu à la petite Nina. Pour Tanya, ce n'était pas seulement un souvenir, c'était un rappel, continu comme au premier jour, quoi que la vie te réserve. Elle travaillait discrètement, comme un allumeur de réverbère solitaire dans une rue oubliée, ne cherchant pas la reconnaissance, espérant seulement ne pas être mal comprise. Mais dans le monde d'aujourd'hui, la gentillesse est souvent la première chose à être ciblée. 3 semaines plus tôt, lors d'un gala de bienfaisance dans la ville voisine, Jessica Lange posait gracieusement devant une toile de fond imprimée du logo de sa nouvelle chaîne de restaurants, Lange & Company. Elle portait une élégante robe blanche, un sourire impeccable, et le titre de « femme d'affaires la plus compatissante de l'année », décerné par le magazine local Vision. Après l'événement, assise dans sa voiture privée, se coiffant et faisant défiler Twitter, Jessica se figea en voyant un post tagué Kinneswin. C'était une photo prise de loin, une femme d'âge moyen servant de la soupe gratuite aux sans-abri sous la neige. Derrière elle, une enseigne peinte à la main, Good Spoon, aidez simplement, ne demandez pas. La légende disait, j'étais un enfant sans abri. Sans mademoiselle Tanya et Good Spoon, je ne serais peut-être même pas en vie pour écrire ceci. Ma sœur et moi avons grandi avec ces bols de soupe. Nous avons maintenant une vie stable. Merci, femme bienveillante. N'oubliez jamais que la gentillesse nous a sauvés. Posté par Ellie Thompson. Les doigts de Jessica se figèrent. Tanya. Le nom la transperça l'esprit comme une épine. Des souvenirs qu'elle avait longtemps enfouis sous des couches de maquillage, de contrats et de projecteurs affluèrent, ainsi qu'une irritation qu'elle pensait avoir laissée derrière elle des années auparavant. Tanya, celle qui lui avait coûté son influence au sein du groupe Golden Fork, celle qui était louée même si elle n'était qu'une humble employée de cuisine, celle qui existait encore d'une manière ou d'une autre. Jessica serra son téléphone. Comment ce petit nom d'un coin oublié de la ville pouvait-il soudainement être célébré comme un symbole de gentillesse? Inacceptable. Il n'était pas question que Tanya soit considérée comme un modèle, alors que Jessica avait passé des années à se frayer un chemin vers le sommet, allant même jusqu'à fabriquer des vérités justes pour réparer son image publique. Elle composa le numéro de Frank Delaney, son loyal bras droit silencieux depuis des années. Je veux que le nom de Tanya Miller soit effacé de Google, des médias sociaux, tout enterré si profondément qu'il ne réapparaisse jamais. 3 semaines plus tard, un matin, alors que Tanya préparait une marmite de soupe de pommes de terre pour un groupe d'orphelins nouvellement arrivés séjournant près du magasin, Marie, une mère célibataire qui venait souvent chercher de la nourriture, entra dans la cuisine, le visage inquiet. « Tanya, as-tu vu ce qu'il y a sur Internet ?» Tanya, qui utilisait rarement un smartphone, secoua la tête. Marie lui tendit le téléphone. L'écran s'illumina avec un titre audacieux et venimeux, « Good Spoon, cuisine caritative ou foyer d'intoxication alimentaire ?» L'article parut sur un forum communautaire bien connu, écrit sur un ton si acerbe et étrangement détaillé qu'il souleva des sourcils. Il décrivait plusieurs cas présumés d'intoxication alimentaire après avoir mangé au Good Spoon. Mais pire, bien pire, était la lumière qu'il jetait sur le passé obscur de la propriétaire du café, précédemment licenciée pour vol et fraude chez Golden Fork. L'article n'avait pas de signature, mais à la toute fin, le crédit de partage était clair, partagé par Jessica Lange. En quelques heures seulement, le message se propagea comme une traînée de poudre. Le hashtag GoodSpoonScam inonda Twitter et Facebook, déclenchant une tempête de commentaires virulents. Totalement déçu. Fausse gentillesse, hein? Je savais que quelque chose de louche se tramait. Des comptes anonymes commencèrent à s'accumuler, affirmant des choses comme « J'ai vu des rats là-bas une fois » ou « Mon parent a eu mal au ventre après avoir mangé là-bas ». Même si Tanya n'en avait jamais vu aucun. Ce soir-là, Good Spoon devint une cible médiatique. Des journalistes se tenaient dehors avec des caméras. Une équipe d'inspecteurs sanitaires entra avec des visages sévères, vérifiant chaque pot d'épices,
chaque serviette, chaque coin de la cuisine. Mademoiselle Tania, pouvez-vous expliquer les allégations d'intoxication alimentaire? Est-il vrai que vous avez été licencié du Golden Fork pour détournement de nourriture? Certains affirment que vous avez exploité la sympathie des gens pour collecter des fonds douteux. Quelle est votre réponse? Tania resta là, dans sa propre cuisine, forçant ses mains à rester immobiles. Elle répondit calmement, véridiquement, sans rien à cacher. Je suis tout à fait disposée à coopérer avec toute enquête. Je n'ai rien à dissimuler. Elle ne s'emporta pas, ne cria pas, ne supplia pas pour la compréhension, car elle savait que la vérité n'avait jamais besoin d'être criée. Mais à l'intérieur, la vieille blessure, celle qui avait saigné autrefois, commença à lui faire mal de nouveau. C'était un après-midi sombre. La pluie tapotait doucement l'auvent du magasin tandis que Tania essuyait le comptoir. Une voiture noire élégante s'arrêta en face de la rue. La vitre se baissa. Jessica Lange, vêtue d'un costume coûteux, tourna la tête pour jeter un coup d'œil vers Goodspoon. Elle ne sortit pas. Elle était en pleine interview, entourée de journalistes, faisant l'éloge de sa nouvelle entreprise sociale. Les caméras tourbillonnaient, les lumières LED clignotaient, et dans cette lueur, Jessica leva la main et fit un signe à Tania. Ce n'était pas un salut, c'était une déclaration de victoire. Un sourire poli et venimeux se dessina sur les lèvres de Jessica, parfait, comme toutes les photos qu'elle postait sur Instagram. Mais ses yeux étaient comme des lames, plus acérés que n'importe quel regard noir, plus froids que la brume du début de l'hiver à Glenmere. On dirait que tu ne te relèveras pas cette fois, Tania. Jessica ne le dit pas à voix haute, mais Tania l'entendit clairement, douloureusement, dans son esprit. Elle se tourna discrètement, les yeux posés sur la cuisine derrière elle, le lieu même qui avait autrefois offert de l'espoir à tant de personnes. Maintenant, elle se trouvait entourée de suspicions, de questions acerbes, et d'une femme tirant toutes les ficelles en coulisses. Mais Tania ne tomberait pas, car la gentillesse n'a pas besoin d'un public, et la justice ne nécessite parfois qu'un bol de soupe chaude au bon moment, un regard décent, et une vérité qui ne peut être réduite au silence. La campagne de dénigrement de Jessica Lange et les rumeurs qui se sont répandues sur les réseaux sociaux ont eu des conséquences rapides et dévastatrices. Peu de temps après que le message de Jessica soit devenu viral, un ordre de suspension temporaire fut émis contre Goodspoon. Les inspecteurs sanitaires ont terminé leur examen, et bien qu'ils n'aient trouvé aucune preuve concrète d'intoxication alimentaire ou de violation grave, la pression de l'opinion publique, combinée à la soi-disant histoire de Tania, fut suffisante pour les forcer à agir. Les portes en bois de Goodspoon, autrefois un symbole d'espoir et de chaleur, étaient désormais scellées par un avis officiel. Les médias ne relâchèrent pas la pression. Les journalistes traînaient régulièrement à l'extérieur, les caméras braquées sur le magasin fermé, diffusant des reportages sur un scandale d'intoxication alimentaire et semant le doute sur la sincérité de la gentillesse. Le nom de Tania Miller, ainsi que Goodspoon, fut répété encore et encore dans les journaux télévisés locaux et les discussions en ligne, souvent accompagnées d'étiquettes dures comme « fraude »,« immoral » et « récidiviste ». Ce qui blessa Tania plus que tout fut le changement d'attitude de ses propres voisins. Des gens qu'elle avait aidés, des gens qui avaient autrefois reçu des bols de soupe chaude et des pains gratuits quand ils avaient faim, avaient commencé à lui tourner le dos. Au début, quelques-uns passaient pour lui apporter leur soutien, mais à mesure que la pression médiatique montait et que les rumeurs s'intensifiaient, leurs visites ralentirent puis s'arrêtèrent complètement. Les yeux reconnaissants qu'elle connaissait autrefois la regardaient maintenant avec suspicion et peur. Les gens évitaient Tania quand elle passait. Plus de sourires, plus de petites conversations sur le trottoir. Le quartier qui avait autrefois semblé si plein de compassion parut maintenant plus froid que le plus rude des hivers, et une fois de plus, la solitude l'enveloppa étroitement. James, son gentil voisin âgé, et l'un des rares à encore croire en elle, passait souvent la voir à son appartement. Il pouvait le voir en elle la façon dont elle s'était flétrie, la façon dont la tristesse ne quittait jamais ses yeux. « Tania, dit-il un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans son petit appartement, regardant la neige commencer à tomber doucement dehors, tu dois parler. Tu dois leur dire la vérité, ce que tu as fait pour Ellie et Nina il y a toutes ces années, comment tu as été injustement licencié, et ce que Jessica Lange te fait maintenant. Ils comprendront. » Tania secoua doucement la tête. Ses yeux se perdirent au loin, et sa voix était calme mais lourde d'une résignation silencieuse. « S'ils me croyaient, James, je n'aurais pas besoin d'expliquer. Et s'ils ne me croient pas, peu importe ce que je dis, ils n'écouteront pas. Ils chercheront juste d'autres raisons de douter.
Ces mots n'étaient pas une défaite, c'était une acceptation douloureuse de la nature humaine, et de la difficulté de défendre la gentillesse lorsqu'elle a été déformée. Elle avait déjà vécu cela une fois avec Golden Fork, et maintenant l'histoire semblait se répéter, seulement cette fois, plus cruellement. Le désespoir se referma sur Tanya. Elle se sentait épuisée, physiquement oui, mais plus encore, émotionnellement vidée. Elle avait tant essayé, reconstruit sa vie à partir des décombres, pour la voir s'effondrer à nouveau sous le poids des mensonges et de l'envie. Elle se souvint de ces nuits froides d'il y a des années, seule dans la neige après avoir été licenciée, ce sentiment de solitude. C'était étrangement familier. Une nuit, pendant le pire de la tempête de neige, alors que le vent hurlait à travers les fissures de sa fenêtre comme les cris de douleur eux-mêmes, Tanya tendit la main vers la petite boîte en bois où elle gardait les souvenirs de sa mère. Elle en sortit un vieux mouchoir que Nina lui avait donné un jour. Le tissu était fané, les fils brodés et filochés, mais il restait un symbole de quelque chose de profondément enraciné, un rappel de ce qu'elle avait fait et des personnes dont elle avait touché la vie. Tanya lissa délicatement le mouchoir, sentant la douceur user sous ses doigts. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, non pas par auto-apitoiement, mais par inquiétude pour Ellie et Nina. Où était-il maintenant? Était-il en sécurité? Saurait-il un jour que la femme qui les avait aidés était maintenant confrontée à de terribles accusations? Elle plia soigneusement le mouchoir et le remit dans la boîte en bois. Le doux clic du couvercle se refermant résonna comme une peine silencieuse dans le calme de la pièce. Et pourtant, au milieu de l'effondrement de tout, quelque chose perdurèrent discrètement. Chaque soir, une vieille femme frêle continuait de déposer un petit paquet de légumes frais près de la porte arrière. Elle ne disait rien, se contentant d'incliner silencieusement la tête lorsqu'elle croisait Tanya dans l'obscurité. Un matin, une vieille boîte à dons réapparut sur le seuil. À l'intérieur se trouvait un petit bout de papier, griffonné d'une écriture enfantine: « Je ne sais pas si vous avez fait quelque chose de mal, mais votre gâteau au chocolat me manque. » À côté, quelques pièces de monnaie et un seul bonbon à la menthe. Tanya tint le bonbon dans sa main pendant longtemps. Elle n'avait aucune idée de qui était l'enfant, peut-être juste l'un des centaines qui étaient passés au fil des ans. Mais ce seul petit acte, silencieux, sans rien attendre, ralluma une flamme en elle minuscule mais pas encore éteinte. Le printemps était enfin arrivé à Glenmere, apportant avec lui les premiers rayons de soleil chaud après un long et rude hiver. La neige avait fondu, laissant derrière elle des flaques chatoyantes et des branches nues qui commençaient tout juste à bourgeonner. Mais pour Tanya, le printemps n'offrait aucun espoir. Goodspoon restait fermé, sa porte en bois pourrissant un peu plus chaque jour, un rappel implacable de l'échec et de l'injustice. Les rumeurs et accusations répandues par Jessica Lange s'étaient profondément enracinées dans l'esprit des habitants. Tanya, autrefois aimée, était maintenant traitée comme une paria. Chaque fois qu'elle sortait de son appartement délabré, elle sentait les regards, les coups d'œil rapides, les commentaires murmurés dans son dos. Plus personne ne croyait en sa gentillesse. Ce matin-là, Tanya se força à sortir. La brique de lait dans le réfrigérateur était vide, et sa mère lui avait jadis appris: « Quoi qu'il arrive, ne te laisse jamais, ni ta mère, mourir de faim. » Elle essaya de marcher rapidement, la tête baissée, évitant le contact visuel, mais les mots étaient plus difficiles à esquiver. Alors qu'elle passait devant l'étal de légumes, une femme âgée, autrefois une habituée du Golden Fork, lui tourna brusquement le dos et marmonna à la personne à côté d'elle: « Quelle fausse bienfaitrice. » Un homme proche, qui avait accepté de la soupe gratuite de Goodspoon à ses débuts, lui jeta un regard rempli de suspicion, puis cracha par terre. Chaque mot, chaque regard, chaque acte de rejet, fut comme une lame dans la poitrine de Tanya. Elle se sentit exposée, mise à nu sous le poids du jugement public. Les murmures l'avaient dépeinte comme une méchante, et la solitude, la honte, n'avaient jamais été aussi profondes. Elle voulait disparaître, s'enfouir sous la terre humide du printemps et ne plus jamais refaire surface. Au moment même où Tanya sentait qu'elle ne pouvait plus faire un pas, alors qu'elle se frayait un chemin dans la foule, les yeux rougis et le cœur trop lourd à porter, une voiture de luxe noire et élégante s'arrêta soudainement devant l'épicerie, de l'autre côté de la rue. Le doux sifflement des freins traversa l'air tendu comme un coup de tonnerre dans ses oreilles. Tous les regards du marché se tournèrent vers le véhicule. La porte arrière s'ouvrit. Un homme grand, à l'allure prospère, en costume sur mesure, en sortit. La pâle lumière du soleil printanier tombait sur son visage, et Tanya ressentit une étrange secousse de reconnaissance dans ses yeux profonds et sombres. Il la regarda directement, un sourire chaleureux et rayonnant se répandant sur son visage. Puis, sortant derrière lui,
apparut une jeune femme, ses longs cheveux bruns soigneusement attachés, sa tenue chic et professionnelle. Il n'y avait aucune tentative de dissimuler l'émotion dans son regard. Ses grands yeux brillants regardaient Tania avec une tendresse indubitable. Ils marchèrent droit vers Tania sans hésitation. Chaque pas qu'ils faisaient semblait porter une force invisible, repoussant le brouillard de suspicion qui planait dans l'air. La foule commença à se calmer, la curiosité l'emportant sur le jugement. « Mademoiselle Tania !» dit l'homme, sa voix basse et ferme, emplie de quelque chose proche de la joie. Elle transperça le silence comme la lumière du soleil brisant les nuages. Tania resta figée sur place. Elle les regardait, essayant de concilier l'image de deux enfants minces et tremblants blottis derrière la cuisine du restaurant il y a tant d'années avec les individus adultes et prospères qui se tenaient devant elle maintenant. Un nom enfoui profondément dans sa mémoire ressurgit avec une clarté soudaine, Ellie. Halta Tania, sa voix tremblant de façon incontrôlable. Elle se tourna vers la jeune femme à côté de lui, dont les yeux conservaient la même innocence frappante, Nina. Le visage de l'homme s'illumina d'un sourire radieux. « Oui, c'est nous, mademoiselle Tania. Votre Ellie et Nina. » Tous deux s'avancèrent, sans plus d'explication, sans hésitation. Ellie ouvrit grand les bras. Tania n'hésita pas une seconde. Elle se précipita dans son étreinte, une étreinte pleine de force, d'émotions qui avaient été refoulées pendant tant d'années, sentant la chaleur et la présence stable de l'homme qu'il était devenu. Puis Nina s'approcha aussi, enroulant ses bras maintenant adultes autour de Tania par derrière, la serrant fort. Tous les trois se tenaient au milieu du marché, entourés de passants stupéfaits et silencieux, enveloppés dans une vague d'émotions trop puissante pour les mots. C'était plus qu'une simple retrouvaille, c'était une justification silencieuse, un moment de justice pour une âme blessée. Alors qu'il se relâchait doucement, Ellie tint fermement les épaules de Tania, son regard stable et plein de respect. Il la regarda directement dans les yeux, puis se tourna vers la foule choquée rassemblée autour d'eux. « Nous ne sommes pas ici pour vous remercier, mademoiselle Tania, » dit Ellie, sa voix chaude et claire, portant à travers l'air anormalement silencieux. Il parla avec conviction, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui regardaient. « Nous sommes ici pour dire que vous aviez raison, même quand le monde entier avait tort. Nous n'avons jamais oublié ce que vous avez fait pour nous. Vous nous avez donné plus que de la nourriture. Vous nous avez donné de l'espoir. Vous nous avez donné la foi que de bonnes personnes existent encore, même quand toutes les autres portes s'étaient fermées. » Ces mots soulevèrent un poids de la poitrine de Tania, un poids qu'elle avait porté seule pendant des années de solitude, de blâme, d'être mal comprise et mise à l'écart. Et maintenant, avec juste quelques mots simples et sincères, tout sembla s'évanouir. Ses larmes commencèrent à couler, douces et régulières, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de libération, d'une joie profonde et accablante. Elle regarda dans les yeux d'Ellie et Nina et y vit non seulement de la gratitude, mais de la force, une promesse silencieuse de justice. Nina, la petite fille d'il y a tant d'années, était maintenant une belle jeune femme, mais son sourire doux et enfantin demeurait. Elle tendit à Tania un tissu soigneusement enveloppé. « C'est à moi, mais je veux que vous le récupériez, » dit Nina tendrement, sa voix pleine d'amour, comme pour rattraper toutes les années où ils avaient été séparés. « Nous avons découvert ce qui s'est vraiment passé, et nous sommes rentrés cette fois pour rétablir votre réputation. S'il vous plaît, faites-nous confiance. » Tania accepta le paquet et le déballa délicatement. À l'intérieur se trouvait une aquarelle, méticuleusement réalisée, pleine de sensibilité. Elle n'était ni grandiose ni élaborée, mais elle dépeignait une scène si familière qu'elle en était émouvante, une femme se penchant pour offrir un sac de pain à deux petits enfants blottis dans la neige sous la faible lumière jaune devant un restaurant. C'était Tania, et c'était Ellie et Nina, exactement comme ils avaient été. Le tableau était l'œuvre de Nina, un souvenir vivant capturé pour toujours, un témoignage bien plus puissant que des mots. Le vieux mouchoir de Nina, le seul souvenir que Tania avait conservé toutes ces années, prenait maintenant vie à travers cette peinture. Ce n'était plus seulement un lointain souvenir, c'était devenu la preuve vivante que la gentillesse n'a pas besoin d'un public, qu'un seul acte de compassion peut marquer l'âme de quelqu'un pour toujours. Le cœur de Tania débordait. Elle ne se sentait plus seule, plus abandonnée. La gentillesse qu'elle avait autrefois donnée discrètement, sans reconnaissance, lui était maintenant revenue avec plus de puissance qu'elle n'aurait jamais imaginé. Et elle était revenue devant les mêmes personnes qui lui avaient autrefois tourné le dos. C'était un revirement qu'elle n'avait jamais osé rêver, un moment miraculeux de justice et de gratitude, entièrement rendu. Le lendemain matin,
l'air de Glenmere était empreint d'anticipation. La nouvelle du retour d'Ellie et Nina et de leurs émouvantes retrouvailles avec Tanya s'était répandue comme une traînée de poudre. Les habitants, dont beaucoup avaient autrefois tourné le dos à Tanya, se sentaient maintenant mal à l'aise, coupables, et surtout, curieux. Ils sentaient que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Ellie, avec l'urgence d'un homme d'affaires habitué à résoudre les problèmes, ne perdit pas de temps à organiser une conférence de presse à l'hôtel de ville de Glenmeadow. Il ne voulait aucun délai. La justice pour Tanya avait déjà été retardée bien trop longtemps. Nina se tenait à ses côtés, ses yeux ne quittant jamais Tanya, assise au premier rang à côté de James et de quelques rares amis fidèles. Tanya semblait inhabituellement calme, comme si elle était entièrement préparée à tout ce qui allait arriver, bon ou mauvais. L'hôtel de ville était bondé. Il n'y avait pas seulement des journalistes locaux, mais aussi des grands médias des villes voisines, attirés par l'histoire virale de la gentillesse mal comprise et de la gratitude récompensée qui enflammait les réseaux sociaux. Jessica Lange était là aussi. Elle était assise au premier rang, juste en face de Tanya, son visage affichant toujours son expression froide et hautaine habituelle, bien qu'une pointe de tension vacillât dans ses yeux. Frank Delaney, l'ancien chef du Golden Fork, s'était glissé à l'arrière de la salle, essayant de se fondre dans la foule. Ellie s'avança vers le podium, faisant face à une mer de caméras et de microphones. Il ne perdit pas de mots. Sa voix était claire, ferme et portait le poids d'un homme qui avait bâti sa vie à partir de rien. « Mesdames et messieurs », commença Ellie, balayant lentement la pièce du regard, « mon nom est Ellie Johnson. Voici ma sœur, Nina. Il y a 20 ans, par une froide journée ici à Glenmere, nous étions deux orphelins sans abri, sans nulle part où aller, jusqu'à ce qu'une femme nous offre à chacun un bol de soupe au poulet au Golden Fork. Personne d'autre ne savait que nous étions là. Personne n'a demandé, mais une femme l'a fait. Son nom est Tanya Miller. » Il fit une pause, regardant Tanya avec un sourire chaleureux se répandant sur son visage. Tanya lui rendit un doux hochement de tête. Tanya nous a donné de la nourriture. Elle nous a donné de la chaleur. Mais plus important encore, elle nous a donné de l'espoir. Elle l'a fait discrètement, sans jamais demander de reconnaissance ou de récompense. Et pour cet acte de gentillesse, elle a été licenciée, son nom traîné dans la boue, et cette même vie lui a tourné le dos. Même après qu'elle ait reconstruit sa vie avec le Good Spoon Diner, sa gentillesse a été de nouveau attaquée. Aujourd'hui, nous sommes ici pour rétablir la vérité. Ellie fit un signe. Un grand écran descendit derrière lui, et une vidéo commença à être diffusée. Les images, prises par une caméra de sécurité cachée, montraient Frank Delaney, l'ancien chef du Golden Fork, s'introduisant dans le Good Spoon tard dans la nuit et versant un produit chimique liquide dans son système de plomberie. C'était la nuit avant que les rumeurs d'intoxication alimentaire ne se propagent. Les images étaient claires, indéniables. Un léger murmure parcourut la foule. Cette vidéo, dit Ellie, sa voix maintenant plus perçante, plus ferme, a été obtenue par notre équipe juridique grâce à une caméra de surveillance cachée que nous avons installée après avoir reçu un tuyau sur un complot visant à saboter Good Spoon. C'est la preuve qu'il n'y a eu aucune intoxication alimentaire. Il s'agissait d'un acte de sabotage délibéré destiné à détruire la réputation de mademoiselle Tanya. Instantanément, tous les regards se tournèrent vers Frank Delaney, dont le visage était devenu pâle alors qu'il essayait de se fondre davantage dans la foule. Et la personne derrière ce complot n'agissait pas seule, poursuivit Ellie, son regard se déplaçant vers Jessica Lange. La femme qui a déclenché cette campagne de dénigrement, qui a utilisé les médias et les plateformes sociales pour ruiner la vie d'une femme bonne, était mademoiselle Jessica Lange. Juste au moment où Ellie terminait de parler, un homme bien habillé en costume noir s'approcha du podium. C'était Marcus Green, un procureur de district éminent. Il ne dit pas grand-chose, se contentant de brandir un épais dossier et un téléphone portable. « Je suis Marcus Green, ici au nom du bureau du procureur de district, » dit-il calmement, mais avec une autorité indéniable. Sur la base des preuves présentées, notre bureau a officiellement inculpé Frank Delaney pour sabotage criminel et mise en danger de la santé publique. De plus, au cours de notre enquête, nous avons découvert une série de courriels et de messages textes liant mademoiselle Jessica Lange au lancement et à la coordination de la campagne de dénigrement Good Spoon Scam, avec une intention claire de nuire à la réputation du Good Spoon et de mademoiselle Tanya Miller. Ces courriels sont une preuve irréfutable de diffamation et de pratiques concurrentielles illégales. Marcus Green leva son téléphone. Sur l'écran,
il y avait une chaîne de courriels et de messages de Jessica, détaillant comment élaborer des articles de diffamation, comment répandre des rumeurs et comment créer de faux comptes pour amplifier la négativité. Le murmure dans la salle éclata en un tumulte de colère. Les journalistes se précipitèrent, les microphones braqués directement sur Jessica. Jessica Lange, autrefois fière et raffinée, ne put plus maintenir son calme. Son visage devint pâle, ses yeux s'écarquillèrent de choc et de fureur. Elle se leva d'un bond de son siège, renversant la chaise avec un grand fracas. Non. Ce n'est pas moi. Vous me piégez. C'est un coup monté. Ellie Johnson, vous êtes là pour vous venger. Cria-t-elle, sa voix stridente, se brisant sous le poids de la panique. Vous. Vous avez toujours été comme ça, Tanya, toujours à faire semblant d'être sainte, toujours aimée de tous pour ne rien faire du tout. Jessica se retourna brusquement vers Tanya, son visage tordu par une jalousie brute, ne cachant plus son amertume. J'ai travaillé dur. J'ai étudié. Je me suis hissé par tous les moyens, et vous? Vous êtes juste resté là à faire de petites choses, et tout le monde vous adorait. Les clients vous préféraient à moi. Le patron vous regardait différemment. Vous ne l'avez jamais mérité. Elle se jeta sur Tanya, les yeux écarquillés. Savez-vous à quel point j'étais jalouse de vous? Même quand vous nourrissiez ces enfants, je trouvais ça dégoûtant. Je détestais la façon dont les gens vous regardaient avec respect, le genre de regard que je n'ai jamais eu, pas une seule fois dans ma vie. Vous êtes fausse. Vous êtes. Avant qu'elle ne puisse finir, la sécurité était déjà intervenue, la maîtrisant. Jessica se débattit, criant de manière incontrôlable, mais personne n'écoutait plus. Elle s'était entièrement exposée. Les yeux qui avaient autrefois contenu de la suspicion ou de la colère la regardaient maintenant avec seulement du dégoût et de la pitié. Personne ne vint à sa défense. Tout au long de la tirade frénétique de Jessica, Tanya resta immobile, ne disant rien. Elle ne broncha pas, ne se défendit pas, aucune explosion de colère, aucun air de triomphe. Juste le silence. Elle regarda simplement Jessica. Le regard de Tanya était calme, exempt de jugement, exempt de suffisance, juste une tranquillité silencieuse difficile à définir. C'était un regard qui semblait traverser l'âme, un regard né d'une profonde compréhension et d'une compassion pour un cœur lentement corrodé par l'envie. Et ce fut ce regard paisible, stable et indulgent de la femme même que Jessica avait tant essayé de détruire, qui finalement la brisa. Toutes ses défenses s'écroulèrent, les insultes moururent dans sa gorge. Jessica fondit en larmes, non par peur de la punition, mais par une honte accablante. Elle s'effondra, anéantie par la vérité crue et la grâce silencieuse de Tanya. Justice avait été rendue. Pas de cris, pas de querelle, simplement la vérité, solide et indiscutable, qui parlait d'elle-même avec plus de force que n'importe quelle accusation. Tanya avait été blanchie, non par ses propres paroles, mais grâce à des preuves irréfutables et aux gestes de ceux-là même qu'elle avait choisi d'aider. Un mois après la conférence de presse retentissante à l'hôtel de ville de Glenmere, la vie reprenait son cours, mais plus rien n'était vraiment comme avant. La réputation de Tanya, autrefois ternie, brillait désormais d'un éclat plus vif que jamais. Son histoire, liée à celle d'Ellie et de Nina, avait voyagé à travers le pays, devenant un symbole de bonté mal comprise et de justice triomphante. Frank Delaney avait été arrêté et attendait son procès. Jessica Lange, ébranlée par le scandale, faisait désormais l'objet d'une enquête pour concurrence déloyale et diffamation. Sa carrière, autrefois impeccable, s'était effondrée en quelques semaines. Pendant ce temps, la vie d'Ellie et de Nina prenait un nouveau tournant. Après cette nuit glaciale où Tanya les avait secourus, ils avaient fini par croiser le chemin de Janet, une femme âgée sans enfant, touchée par leur histoire et leur force. Elle décida de les adopter, leur offrant un foyer sûr, une éducation solide et, plus que tout, un amour inconditionnel. Sous ses soins, Ellie s'épanouit dans les affaires, développant son sens inné de l'entrepreneuriat et bâtissant, par son travail acharné, une carrière prospère dans la technologie. Nina, avec sa sensibilité et son talent artistique, trouva sa voie dans la peinture. Ses toiles, pleines d'âme, racontaient des histoires et touchaient profondément ceux qui les contemplaient. Pourtant, malgré les opportunités, les privilèges et le confort, ni Ellie ni Nina n'oublièrent Tanya. Ils n'oublièrent jamais la chaleur du pain partagé, la douceur d'une étreinte, ni le mouchoir que Nina avait offert cette nuit-là.
Ces souvenirs restèrent des symboles vivants de leurs racines et de l'acte de compassion qui avait changé leur vie. Même après la disparition de Janet, qui leur laissa un héritage conséquent, une seule envie les habitait, retrouver Tanya et lui dire merci. Et ils avaient enfin pu le faire. Un mois après la conférence, Goodspoon rouvrit ses portes. Mais ce n'était plus le petit restaurant modeste d'autrefois. Grâce au soutien d'Ellie et de Nina, il s'était transformé en un véritable centre communautaire. La cuisine flambant neuve, les murs fraîchement repeints, les espaces élargis accueillaient désormais non seulement des repas, mais aussi des cours, des ateliers et des rassemblements pour aider les plus vulnérables. Et pourtant, malgré ce nouveau visage, l'endroit avait conservé la chaleur et la convivialité qu'il avait toujours définie. Tanya, elle, avançait avec persévérance. Sa vie avait été faite d'épreuves, de pertes et d'injustices, mais aujourd'hui elle trouvait une forme de guérison dans ce lieu qu'elle avait bâti, dans ses liens tissés avec humilité, dans ses vies transformées par une bonté discrète. Goodspoon n'était plus seulement un restaurant, c'était devenu un témoignage vivant que la gentillesse, même silencieuse, finit toujours par fleurir et par illuminer le monde, un cœur à la fois. Tanya continua son œuvre avec calme et compassion. Elle savait qu'une fois la flamme de la bonté allumée, elle ne s'éteint jamais. Et vous? Avez-vous déjà croisé quelqu'un comme Tanya dans votre vie? Ou bien avez-vous, un jour, tendu une main sans que personne ne le sache? Racontez votre histoire ci-dessous, car peut-être, sans le savoir, votre geste a déjà changé une vie pour toujours.